Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale puisque c'est la première foire aux questions de la chaîne pour célébrer les 400 000 abonnés. Je vous avais donc demandé vos questions et malheureusement je ne pourrai pas répondre à toutes, sinon la vidéo durerait 8 heures puisqu'il y a quasiment 500 questions. Donc ce qu'on va faire, j'en ai choisi, j'ai divisé cela en méthode de travail, des questions purement foot, sur les autres sports, voire sur d'autres sujets et enfin un petit peu sur l'avenir, certains projets, des questions un peu plus personnelles. Donc c'est divisé en 4 blocs et les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, si j'organise d'autres FAQ à l'avenir, si je vois que ça marche bien, que ça vous plaît avec moi aussi, eh ben je répondrai à celles auxquelles je n'ai pas pu répondre dans cette première vidéo initiale. Donc allez, c'est parti, on commence. Alors la première, c'est peut-être l'une des questions qui m'a le plus été posée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé dans ce milieu, année après année, en partant de zéro finalement? En effet, pour ceux qui me connaissent, je viens des marchés, donc fruits et légumes, fils et petit-fils de maraîchers, Saint-Priest, Vienne, etc., entre le Rhône et l'Isère notamment. Donc je ne viens pas du milieu sportif, je n'ai pas fait d'école de journalisme non plus, je n'ai qu'un bac L, et je me suis fait littéralement tout seul pour le coup, en créant. Alors c'était à la base Shark Foot, ça s'appelait, c'était un add-on du site Shark News, on va dire c'était l'onglet footballistique que je gérais. Ensuite on a fait un webzine autour du football francophone, Belgique, Suisse et France notamment, qui est même devenu un magazine en Suisse romande pendant un petit moment. Et en fait la première interview que je fais réellement, je me suis dit bon, si on allait interviewer des joueurs méconnus, parce que justement ça se faisait pas trop à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans, on est en 2010-2011 à peu près, donc j'avais 19-20 ans, et donc la première interview que je réalise, c'est Jérôme Sonra, qui était un latéral défenseur central du Lausanne Sport à l'époque, qui était en Challenge League en D2 Suisse. C'est pour ça que des fois je parle de la Suisse, parce qu'en fait j'ai tous ces relents de l'époque, et j'ai commencé avec des joueurs peu connus. Le Lausanne Sport m'avait donné son numéro, donc c'est réellement le premier entretien que je réalise. Ensuite, Sacha Opinel, un baroudeur des divisions inférieures françaises et écossaises, parce que j'avais une passion pour le football britannique. Donc en fait j'ai commencé comme ça, sur des joueurs méconnus on va dire, et puis le contact du contact, parce que ça se passe bien avec le joueur si le mec voit que t'es honnête. Souvent c'était des entretiens assez fleuves. Des fois je demandais, dis-moi, tu connaîtrais pas tel ou tel mec? Ah bah oui, attends, contacte-le de ma part et tout. Donc en fait mon réseau à la base, il s'est constitué comme ça, et c'est aussi pour ça que j'ai une tendresse naturelle, et je parle autant de clubs, de fédérations méconnues. C'est parce que non seulement ça me rappelle mes premiers amours, j'ai envie de dire, mais c'est surtout que c'est comme ça que j'ai réellement construit mon réseau. Deuxième question, n'as-tu pas peur pour ta sécurité avec toutes tes révélations? Quelle a été la plus grosse menace qui t'a été donnée et la plus concrète et qui est allée le plus loin? Alors ça, les menaces, ça revient tout le temps. J'ai même eu, est-ce que tu es sous protection policière ou que sais-je encore? Alors, je le répète, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est certain qu'il y a énormément de choses ces dernières années. Des campagnes de diffamation, du cyberharcèlement, des gens qui vont faire croire plein de choses, que je serais payé. Alors j'ai eu droit à tout. Dès qu'en fait il y a quelque chose, c'est le complot. Vous avez vu dans le football, c'est oh le complot. Donc c'est-à-dire c'est la partie adverse qui va le payer et tout. J'ai tout entendu. Au Congo, j'aurais été un frère musulman financé, je crois, par la Tunisie ou que sais-je. En Tunisie, j'ai entendu autre chose. Enfin, c'est très intéressant parce qu'en fait, tu apprends plein de choses sur toi que tu ignorais, que ton compte en banque ignorait. Donc il y a tout ça, on va dire. Ensuite, il y a les attaques judiciaires. Ça, il y en a eu un paquet. On a fait une vidéo spéciale avec mon avocat à ce sujet. On m'a réclamé des centaines de milliers d'euros. Je le répète, encore une fois, c'est important. Tous les procès ont été gagnés. Certains ont fait appel. Il y aura même la Cour de cassation pour Yves Jean-Bart, l'ancien président de la Fédération haïtienne de football, qui jusqu'au bout, visiblement, décide d'essayer de m'enquiquiner, mais c'est pas grave. Pour la cause, ça le mérite. Donc il y a tout ça. Il y a au niveau juridique, au niveau financier, au niveau de la réputation, au niveau du harcèlement, au niveau du hacking. Après, il y a eu aussi des menaces un peu plus costauds, mais j'ai pas envie de me victimiser, etc. et tout. Je n'aime pas ça, je peux comprendre. Alors après, il y a des choses qui ont été quand même beaucoup trop loin il y a quelques années, ça c'est clair, net et précis, mais bon, personne n'a rien dit sur le sujet. On verra si un jour la justice française s'emparera du dossier. Et il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que moi non plus. Et c'est là où, bon, j'ai pas un entourage très large, je connais des gens à travers le monde, mais j'ai quand même petit cercle, donc il faut faire très attention à ce niveau-là, parce que les trahisons peuvent venir de là. On va essayer de vous contacter à ce niveau, que ce soit pour madame, que ce soit pour ma mère, ou pour le peu de personnes, on va dire vraiment, à qui je fais vraiment confiance. Donc voilà, ça n'impacte pas forcément que moi, et c'est peut-être la chose la plus immonde à ce niveau-là, mais peut-on être vraiment surpris, vu la dégueulasserie, pardonnez-moi mon vocabulaire, de certaines personnes dans ce milieu? Être journaliste de nos jours, est-ce plus difficile qu'avant? Comment fais-tu pour trouver la motivation et l'inspiration au quotidien? Keep the faith, je le dis souvent, on garde la foi, j'essaie d'être un naturel optimiste malgré toutes les immondices qu'on peut voir ici et là. Alors par contre, faire du journalisme, c'est de plus en plus dur. Parce qu'auparavant, vous le savez, j'avais fait des enquêtes pour le New York Times, mais le New York Times, par exemple, ils ont signé un partenariat avec The Athletic pour leur rubrique sport, ce qui fait que c'était pas de The Athletic, c'est compliqué. Même mon pote Tariq Panja, qui est au New York Times, il a été transféré au Foreign Desk. Donc par exemple, avant le New York Times, qui publiait, je pense qu'il se faisait mieux presque dans les investigations sportives, alors il continue un petit peu, on va dire c'est beaucoup plus serré, c'est beaucoup plus dur, parce que normalement il faut être dans The Athletic, et en fait il y a plein de grands titres de médias,
qui vont déléguer le sport soit des agences de presse, soit des athlétiques ou autres. Donc en fait, c'est de plus en plus dur et on prend de moins en moins de piges, comme on dit, parce qu'il y a de moins en moins de moyens. Donc c'est vraiment compliqué, les vérifications juridiques. Et puis les gens font de moins attention à ça. Notamment moi qui ai fait beaucoup de choses sur des fédérations moins connues et tout. C'est très dur. Alors je publie encore régulièrement dans le Guardian. J'ai régulièrement aussi des interviews à la BBC aussi, sur plusieurs services, notamment BBC Africa. J'avais fait un peu pour Josimar à l'époque, mais c'est pas évident, réellement. Hein. J'avais fait CNN aussi dans le temps. J'ai quasiment fait tous les médias internationaux. Donc ESPN, on devait faire quelque chose il n'y a pas longtemps, mais c'est de plus en plus dur, c'est de plus en plus fermé. Donc du journalisme, comme on l'entend, c'est dur parce qu'en fait ça prend du temps, c'est pas forcément rémunérateur pour le média en question. Faire de l'image, faire de la communication, c'est facile aujourd'hui, c'est ça le journalisme. Ah oui, regardez, tel mec est suivi par tel club, etc. Et en fait, tu sais que c'est l'agent qui a parlé, machin. Vous imaginez même pas le nombre de journalistes, déjà journalistes agents, les mecs qui veulent un billet dans le deal parce qu'ils ont un numéro de ci, de là, de l'influence et tout. Aujourd'hui, tu as de plus en plus de mecs qui font de l'influence ou de l'image au détriment du journalisme. Et tu as toujours des mecs qui font véritablement du journalisme, mais qui sont peut-être pas forcément mis en avant, aussi parce que le grand public préfère cela. À combien d'heures par semaine estimes-tu ton travail? Beaucoup, beaucoup trop. Je pense être un peu stakhanoviste sur les bords. Je travaille énormément, trop, hein, je dirais, parce qu'en fait, ça dépend. Par année, par exemple, l'Ajaccio. L'Ajaccio, j'ai eu tellement d'appels. Il faut vérifier l'un et l'autre, etc. Les gens que t'appellent en masqué, il faut bien savoir qui c'est, etc. Il faut rassurer les gens, parce qu'il y en a certains qui avaient peur que tu les balles. Enfin, les documents, exploiter les documents, comprendre le tout, enfin, ça prend un temps infini. Récemment, j'ai publié une enquête sur les achats de vote et dysfonctionnement à la dernière élection sénégalaise de football. Ça m'a pris un temps, ça m'a pris 8 jours. Vous imaginez même pas les appels. Et puis à un moment donné, faut avoir les éléments suffisants pour pouvoir publier. Donc c'est 8 jours de travail quasiment. Alors, pas à 100% tous les jours, mais voilà, il y a tous les autres dossiers, ceux que je gère au quotidien. Là récemment, hier, j'ai écrit un article sur la fédération d'athlétisme au Mali, parce que je fais énormément de choses pour Sport News Africa, c'est le média pour lequel je travaille le plus aujourd'hui. J'ai fait encore quelque chose sur la Centrafrique cette semaine. Bon, il y a énormément d'articles sur le Rwanda aussi. Donc tout ça, ça prend du temps, mais en fait, c'est des contacts que j'ai au quotidien. Donc c'est difficile à quantifier. Parce qu'en fait, c'est de par le travail que j'ai fait depuis plus d'une décennie que les gens me parlent et que je peux avoir une relation de confiance avec certaines personnes. Après, il y a des sujets qui prennent moins de temps que d'autres parce que je sais exactement la personne à sonder pour faire quelque chose. Par exemple, Donnarumma. Je savais exactement qui appeler. Je n'avais pas énormément de personnes appelées, mais je savais exactement. Fait trop le moment, boum. Ça m'a pris beaucoup moins de temps, par exemple, qu'Ajaccio. Mais c'est pas pour ça qu'on va privilégier un sujet que l'autre. C'est pour ça que je suis assez content, c'est que j'essaie d'avoir un truc global. On a fait de la Nationale 1, de la Ligue 2, donc on a fait Ajaccio, on a fait plusieurs épisodes sur Martigues, on a fait sur le Sénégal, les heures en semaine, mais je dirais minimum 50, voire plus, 50, 60 je pense, c'est minimum ça. Bonjour Romain, bravo pour le boulot. Quelle est selon toi l'affaire la plus scandaleuse que tu as traitée et qui devrait être connue par tous? Haïti. Tout simplement, le Gabon aussi, c'est ces affaires d'abus sur mineurs dans des fédérations internationales. On avait également au basket malien. Et ça, c'est un travail d'année qui continue aujourd'hui, puisque cette semaine, notamment, le fameux Lumière, dont on avait décrit les actes en avril 2022 dans le Guardian, a été appréhendé et a été écroué à la prison peloton d'Oyem pour abus sur mineurs suite à 2 plaintes de jeunes garçons, notamment de l'Union sportive de Bitam. Lumière, c'était quelqu'un de la fédération, lui avait donné des missions de football de jeunes. Lorsqu'on avait dénoncé tout cela, et quand même dans la presse internationale, aucune réaction de la FIFA, aucune réaction de la fédération. Ce monsieur a pu continuer à exercer dans le football de jeunes. Finalement, aujourd'hui, il a été écroué à la prison. Je rappelle que de toutes mes enquêtes, on est entre, je dirais, une quarantaine à peu près de dirigeants ou de coachs qui ont été bannis, mis en examen ou emprisonnés pour abus, harcèlement, complicité ou autres à travers le monde. Donc c'est évidemment les affaires les plus importantes. J'avais participé au documentaire de la BBC, Les prédateurs sur le terrain, liés notamment à ces abus sur mineurs au Gabon qui existent depuis 3 décennies à peu près. Et on n'a touché malheureusement qu'une pointe, hein, parce qu'il y a énormément de ramifications politiques, notamment HPO, qu'on appelle Hervé Patrick Opianga, mais pas que. Et dans ce documentaire-là, vous avez tout qui explique l'inaction de la FIFA, de la fédération, et à quel point la FIFA a protégé et continue de protéger les abuseurs d'enfants, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, et ceux qui ont couvert les actes. Donc j'ai même pas de mots, parce que le président de la fédération, Pierre-Alain Mouguengui, qui avait été incarcéré 6 mois, qui est sorti depuis, il a obtenu plusieurs promotions, aujourd'hui il est dans les vice-présidents de la CAF. C'est quelqu'un qui a ensuite, à un moment donné, a dit que toute cette affaire c'était du complot, les gens sont en prison, donc sans doute par l'opération du Saint-Esprit, les gamins ont été abusés, sans doute par l'opération du Saint-Esprit. Ce monsieur est toujours là, on ne lui a rien dit, etc. Et pour moi c'est la chose la plus scandaleuse qu'on a sortie dans le Guardian, la FIFA avait commandé un rapport à un groupe indépendant, mais trop indépendant non pour la FIFA, qui avait recommandé la suspension immédiate du président de la Fédération gabonaise de football. Vous savez ce qui s'est passé? La FIFA, elle n'a pas prolongé le contrat des enquêteurs, par contre, elle n'a jamais suspendu le président de la Fédération gabonaise, qui lui a obtenu des promotions. Et quand on parlait de menaces tout à l'heure, je sais très bien qu'il a essayé de me faire zigouiller. C'était son fils notamment qui voulait ça, il l'a dit à plusieurs personnes. Donc voilà, la FIFA est parfaitement au courant que le mec, s'il pouvait, il m'aurait descendu.
ça leur pose aucun problème. Les abus sur les mineurs au Gabon, ça leur pose aucun souci. Ils ont suspendu un coach, alors que plusieurs ont été incarcérés. Ils ont cliné des mecs, et ça, aucun média en parle. C'est la chose la plus scandaleuse, parce que c'est la plus grande institution sportive au monde avec le CEO, qui clairement dans cette affaire-là, et comme pour Haïti, comme pour d'autres, la Sierra Leone, et je pourrais parler du Salvador, je pourrais parler de la Colombie, sur les arbitres et sur plein d'autres choses, parce que ça je l'ai traité en Mongolie également, la Barbade aussi. Sur toutes ces affaires-là, non seulement elle est complètement inapte, elle en a strictement rien à cirer, et trois, vu que tout le monde s'en fout, ça passe. Donc c'est pour ça que ça m'énerve, parce qu'en fait, si d'autres médias aidaient, mais la FIFA pourrait pas faire ça. Si les joueurs avaient un petit peu, et les joueuses avaient un petit peu quelque chose dans le pantalon, ou un petit peu de courage et de dignité au lieu de penser à leur salaire, ça serait réglé aussi. Parce que quand tu demandes à des gens, ah non mais frérot, tu comprends, c'est compliqué, ah ouais. Donc c'est bien pour ton image de rien dire, pour ton petit poste après carrière. Par contre, pour dénoncer ce qui se passe et mettre la pression sur cette organisation criminelle qui est la FIFA, là il n'y a plus personne. Donc voilà, c'était mon petit moment d'énervement, mais en effet ça devrait être connu par tout le monde. Salut Romain, j'adore te suivre et d'écouter tes sordides histoires que tu nous racontes avec ta patte. Y aurait-il moyen de t'aider dans ton combat qui est très important et aussi un peu le nôtre puisque nous te suivons, autre qu'acheter tes livres? Alors, il y a beaucoup qui m'ont posé cette question-là. Le simple fait que vous suivez, déjà, ça suffit. Parce qu'en fait, si on a pu faire autant de petites choses, de petites victoires, de bannissements, de ci, de là, c'est tout simplement parce qu'il y a une pression populaire et médiatique. Si j'étais pas autant suivi, les gens se diraient, oh, c'est bon, on s'en fout. Et c'est aussi pour des clubs, il y a plein de choses. Vous voyez, dès que je fais par exemple une vidéo sur la gestion d'un club, vous avez vu les répercussions que ça prend au niveau local. Je me prends des communiqués. Rappelez-vous l'année dernière, la série sur les ligues d'outre-mer. Voilà, j'ai eu le droit à tout, hein. Les conférences de presse en Martinique, Marcel Baffo, l'ancien désormais président de la fédération de la Ligue de Guyane, qui m'avait presque traité de colon. Donc on a eu le droit à tout, sauf qu'en fait, derrière, ça appuie sur des dossiers où certains pré-médias vont s'engouffrer et ça va permettre potentiellement la manifestation de la vérité. Dans le cas notamment aussi de la Guadeloupe, on verra ce qu'en dira en septembre le tribunal. Je vous rappelle que le président, M. Dartron, connaîtra son verdict pour abus de biens sociaux notamment. Donc, je sais que c'est grâce à vous au final, c'est pour ça que je vous remercie. Et puis derrière, bon, pour les livres, c'est autre chose, parce qu'on est dans une société, on sait, on lit de moins en moins, etc. C'est pour ça que j'ai récemment sorti cette série de livres, que je répète, l'Industrie du foot 1, 2 et 3, qui sont complémentaires, qui peuvent se lire l'un sans l'autre. Qui sont pas trop grands, pas trop chers, etc. Parce que c'est aussi d'adapter. Je fais un contenu gratuit, mais les livres, je sais qu'ils sont pas trop chers non plus, imprimés en France et tout. Et donc oui, on a sorti un coffret sur XUV, qui est le site de l'éditeur. Vous pouvez choisir parmi tous mes livres, hein, les 6 que j'ai publiés là-bas. Donc il y a aussi celui sur les JO, mon préféré, hein, fait sur le Yémen, on en parlera tout à l'heure. Et Beautiful Game, un truc un peu plus gai pour ceux qui aiment vraiment le foot. Les frais de port sont offerts en France métropolitaine, si je ne dis pas de bêtises. Donc vous pouvez y aller sur les plateformes en librairie. Pourquoi? Parce que ça fait travailler aussi une économie. Il y a des graphistes, il y a des... Voilà. C'est tout aussi l'industrie du livre. Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, vous pouvez m'entendre, etc. À un moment donné, si on va aller plus loin, il faut lire. C'est la vérité, parce que c'est là où il y a tous les détails et tout. Et notamment pour ceux qui travaillent dans le milieu, pour ceux qui ont aussi envie de passer un moment. Parce que je pense que l'abrutissement de la population générale, et notamment dans le milieu sportif, c'est-à-dire on abrutit les gens. Oui, oui, non, mais c'est bien. Pourquoi il y a autant d'influenceurs? C'est pas la faute des influenceurs, attention. Pourquoi la FIFA, par exemple, Infantino, il adore Speed, comme ça qu'il s'appelle? Pourquoi? Parce que le mec doit être tellement content, il pose, oui, la Coupe du Monde, Ronaldo, etc. Donc en fait, on va abrutir les gens avec des choses qui ne servent à rien. On va faire du divertissement. Et c'est la meilleure manière pour pas parler des sujets qui fâchent. Le problème, évidemment, c'est pas ce monsieur Speed ou que sais-je encore. Le problème, c'est pas non plus le divertissement. Il faut que le foot reste un jeu, évidemment, et qu'il y ait du plaisir. Mais le problème, c'est quand le divertissement remplace complètement les questions essentielles et les vies humaines. Parce que si ce monsieur ou n'importe qui d'autre, t'es Infantino, non mais attends, t'es Ronaldo de la Coupe du Monde des clubs, je sais pas quoi, les gamins au Gabon, ce que vous avez fait, etc. et tout, bon c'est sûr, il sera plus jamais invité et la FIFA viendra plus jamais le voir. Mais en fait, c'est que si personne de connu ne parle des véritables sujets, des présidents en prison, des détournements, etc., de la traite humaine et plein d'autres choses, malheureusement, ce sera toujours mis sur le tapis. Et c'est pour ça que la FIFA fait de plus en plus appel à ces gens-là, qu'on a de moins en moins de journalistes, de plus d'influence et de plus en plus de divertissement au milieu d'un sport qui n'a jamais été aussi criminalisé. Allez, place aux questions un petit peu plus foot maintenant. Salut Romain, après de nombreux épisodes sur le micmac et les folklores des clubs français, lequel des 10 dernières années te semble le plus inimaginable et mémorable? On avait quand même Amiens en Ligue 1, hein, les irréductibles Picards qui étaient en fait, vous aviez le professionnalisme d'un côté, et puis sur l'échelle du non-professionnalisme, vous aviez Amiens de l'autre côté. On a quand même eu de grosses années FC Nantes avec l'échelle de Kita qui mesurait un peu le folklore du foot français, mais les imbattables, c'est Niort à l'époque. Alors, ils ont coulé le club, hein, les frères Hanouna notamment, mais déjà avant c'était folklorique. Et en fait, Niort, tu te dis, c'est un club familial et tout, mais en fait, c'était tellement n'importe quoi. C'était un mélange entre Groland, un club de football et...
Enfin, je veux dire, Michael Nack arrive avec sa cigarette sur le terrain d'entraînement. Ils vont courir, Léon, cours, on court, comme ça, qui règle les transferts avec de la musique disco. Les mecs, je crois que c'était un club belge, ils vont dire, mais c'est pas possible, il faudra baisser la musique. Oui, mais ce soir, on s'ambiance, parce qu'on fait les transferts, tu réclames le double de la somme d'un coup. Enfin, je rachète les points de permis à mes employés, je lève les jupes des secrétaires. Enfin, au bout d'un moment, c'est tellement grotesque. Oui, je fais du voyage, du scouting en Afrique dans des 4 étoiles, etc. Je laisse des ardoises de partout, on paye même plus la boulangerie, enfin, rien ne va. Je sais pas, c'était tellement grotesque, je prends je ne sais pas combien de suspensions, parce que j'ai eu des problèmes avec le corps arbitral, le rachat du club c'était pas transparent, l'argent qui disparaît, tu vas à Ajaccio dans l'avion, t'es déjà là, tu regardes tous les sites liés pour des escortings et tout, ah, t'as vu celle-là, voilà, c'était ça la priorité au club. Niort, ils ont coulé le club, et encore une fois Niort, quand j'ai commencé à dénoncer, c'était il y a des années, à l'époque c'était le complot, c'était ci et ça. Donc c'est triste, par contre il y a quand même un côté tellement grotesque que ça reste le club, je pense, le plus micmac du foot français depuis 10 ans. Et pourtant, on avait des adversaires très très forts. On avait Créteil avant, on avait Libourne aussi très très fort, mais Niort au numéro 1. Et là, comme vous allez le voir, il y a plusieurs questions sur différents pays, et c'est ça qui me rend aussi assez fier, c'est de voir à quel point on peut parler de tout sur la chaîne, on peut parler à la fois des gros clubs, mais aussi notamment du Groenland, parce que comme je vous le disais, le Groenland n'a pas été admis par la CONCACAF, qui est donc la Confédération d'Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes. Le Groenland, je rappelle, ça fait partie du royaume du Danemark, et ça a une autonomie. Or, c'est pas reconnu par l'ONU. Et on dit que géographiquement, ils sont situés au niveau de l'hémisphère nord-américain. Donc, si je ne dis pas de bêtises, ils vont à la CONCACAF, c'est normal, parce que la CONCACAF permet à des territoires non reconnus par l'ONU potentiellement d'être membres CONCACAF. Et ça a été rejeté unanimement. Et ce rejet, eh ben, on ne l'a pas expliqué. Il n'y a aucune transparence. Non, en fait, unanimement, on a refusé. Alors, quand tu commences un peu à enquêter, tu te rends compte que c'est politique. On sait très bien que les États-Unis ont des visions aussi sur le Groenland, qu'il y a des tensions avec le Danemark à ce sujet-là, et ça rappelle énormément Gibraltar, où l'Espagne a mis son veto pendant très longtemps. Donc, quid de l'avenir du football groenlandais? Parce que, vous rendez-vous compte, la BBC l'expliquait récemment, qu'il y a près de 57 000 habitants, et il y a plus de 5 000 licenciés dans le football. C'est-à-dire quasiment 10% de la population fait du foot. Et au nom de quoi on ne les autorise pas à faire des matchs internationaux? Ça va déranger qui, réellement? Sauf que pour tous ces joueurs, ces entraîneurs, etc., ces gens qui donnent une vie pour ça, on leur empêche, voilà, tout simplement de vivre leur rêve, et je trouve ça absolument honteux, ça mériterait d'être beaucoup plus médiatisé. Dans les autres questions, j'en ai reçu une notamment sur le Niger, parce qu'en effet, la FENIFOOT, ça fait beaucoup parler avec la récente élection d'Issaka Adamou, donc le nouveau président de la Fédération du Niger, qui remplace le colonel Pelé. Je suis retourné un petit peu en intérieur, parce que la caméra avait un petit peu chaud au soleil, donc pour terminer, vous avez du Niger, très peu de qualifications à la CAN, je crois à peu près 2 sur les 50 dernières années, en effet, il n'y a pas de stade homologué actuellement. Le véritable problème, surtout, ça a été les naturalisations de certains joueurs qui ont évolué pour l'équipe nationale, pas tellement persuadés qu'ils étaient du Niger, et ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde était au courant. Mais il y a quand même des choses, un minimum positif. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'emprise de certaines personnes. Il y a beaucoup de conflits au sein entre les ligues régionales, les clubs et tout. Mais c'est un football très intéressant. J'ai suivi notamment tout ce processus électoral-là. Et pour le coup, Issaka Adamou, c'est quelqu'un qui est très réputé, qui a une excellente réputation à la CAF et autres, quelqu'un qui a un vrai parcours. Donc on va espérer que sa vision, peut-être un peu novatrice, un peu plus jeune, avec le soutien également des anciens, puisse faire quelque chose. Parce que c'est un beau football, celui du Niger. Honnêtement, c'est un très très beau football. Autre question, c'est d'un supporter charolais. Pensez-vous faire un jour un bouquin sur le foot de la diagonale du vide et surtout avec Guignon? C'est un vrai sujet, Guignon qui... Que dire? Parce que Guignon avait de l'argent ces dernières années. Ils ont trouvé le moyen de descendre. C'est catastrophique. Guignon, il faudrait en faire une vidéo spéciale sur les dernières années, parce qu'on se rappelle tous en effet la descente aux enfers. Non mais les dernières années, comment expliquer que le club non seulement ne remonte pas, mais en plus périclite encore plus? Ça c'est un vrai sujet, mais ce n'est pas les seuls. On pourrait parler de Louan-Cuiseaux, on pourrait parler de Besançon également, on pourrait parler de tellement de clubs. Et ça, j'ai peut-être prévu un jour de faire justement sur ce football français d'antan, les clubs qui sont malheureusement presque morts, en état de mort cérébrale, etc. Voir un petit peu cet autre football qui fait partie de l'histoire aussi du football français. Donc c'est un sujet à l'avenir qui pourrait être très intéressant. Et dans les autres questions, là c'est les historiques qui me posent. J'évoque souvent mon périple écossais, parce qu'en effet, j'ai vécu en Écosse. As-tu des anecdotes, des histoires? Peux-tu nous faire vivre un peu ta passion? C'est vrai que moi, le football britannique, comme vous savez, c'est ça qui m'animait, notamment les divisions inférieures. Alors ça, je pense que c'est aussi... hérité d'une passion pour Football Manager 2007 notamment, et des aventures en conférence North, donc la 6ème division anglaise, et également en 4ème division écossaise à l'époque. Alors moi je vais à Falkirk, c'est équidistant globalement de Glasgow et Édimbourg, et vu que je joue au basket, souvent c'était le dimanche soir ou en semaine, en fait le samedi, samedi 15h là-bas, j'ai parcouru le pays, suivre notamment le club de Queen's Park, mais pas que. Donc je suis allé voir Arbroath, qui est le stade le plus proche de la mer du Royaume-Uni, où c'est quand même très drôle, puisqu'ils avaient mis, vous savez, des pancartes pour dire que le sol il est glissant. Là c'est le sol est glissant parce que potentiellement il y a la mer qui va déborder. Donc rien que ça nous montre pourquoi le football écossais c'est Beautiful Game. Et enfin, dernière question, j'ai adoré ton livre de Beautiful Game, penses-tu écrire un second livre à ce sujet? Alors Beautiful Game c'est ça.
C'est sorti il y a quasiment 5 ans, on l'a réimprimé pour la 5e fois, donc merci à tous. Foot, guerre et politique, des footballeurs face au destin. J'ai interrogé tellement de joueurs d'Irak, du Yémen, du Cambodge, j'étais avec eux même, hein. Pakistan, Népal, Afghanistan, Guatemala, Nicaragua, bon bref, Cuba aussi. Et j'étais avec eux, souvent j'ai vécu des insides dans l'équipe nationale, notamment du Yémen et de l'Irak, du Cambodge, du Pakistan, pendant des jours lors des qualifs aux Coupes du Monde. Donc voilà, c'est un livre vraiment que je recommande pour tous ceux qui aiment le foot, qui se disent ah voilà, il y a des choses un peu plus sordides, mais pas que, il y a des histoires de vie, des parcours humains. C'est du contenu évidemment exclusif, donc il est toujours disponible, hein, je le répète hein, pour ceux qui veulent soutenir. Hein. Le coffret sur Exuvie notamment, vous pouvez choisir les livres que vous voulez, les frais de port sont offerts pour ceux qui veulent aussi soutenir le travail. Et il y aura une suite un jour, et ce sera normalement le prochain, ce sera l'autre Coupe du Monde, hein. On fera en amont de la Coupe du Monde 2026. Et là je suis en train justement de parcourir un petit peu de ça avec toutes ces sélections qui en théorie ne verront pas la Coupe du Monde, qui se battent pour un rêve, pour lequel on peut s'identifier, qui ne sont pas forcément professionnels et tout cela, à travers le monde, de la Nouvelle-Calédonie à tant d'autres. Donc là je suis en train de réfléchir un peu sur tous les pays qu'on va courir. Donc voilà, normalement ce sera un peu la suite, on va dire quelque chose d'un peu plus joyeux, même s'il y aura aussi des choses un peu plus tragiques et tout, qui nous rappelleront que in fine, le football reste et restera The Beautiful Game. Donc voilà, j'espère que cette foire aux questions vous a plu. On en fera sans doute d'autres, hein, parce que je n'ai pas pu répondre à toutes les autres questions. Hein. La plaque me pose sur l'Algérie, sur le Cameroun, etc. Donc je pense que si ça se passe bien, on en refera une peut-être le mois prochain ou dans 2 mois avec les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre. Merci encore pour votre soutien depuis le début. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc mes livres sont disponibles évidemment, j'ai remis les liens. Et je n'ai qu'un seul mot à vous dire, keep the faith.